Il y a toujours des projets sur la liste, hein, Petit Mécatina, Magpie, ça a été cité aussi dans le film. Est-ce que c'est une bataille de tous les jours aussi pour tenter de sensibiliser, voire arrêter, stopper ces projets-là pour vous? Ou c'est comme une machine, je veux dire, la romaine, on ne la verra plus jamais comme elle l'a été, sinon par votre film, Ben, on n'a on ne pas. pourra jamais revenir en arrière, ça a été fait, c'est fait. Est-ce qu'il y a possibilité de sauver ce qui reste, Magpie, Petit Mécatina et d'autres projets comme ça? On n'a pas la C'est sûr. capacité ou la prétention d'arrêter, nous trois, ou notre film, des projets hydroélectriques. Comme vient de le dire Roy, c'est vraiment une question de société, de mouvance, selon moi. C'est-à-dire que si les gens sont mobilisés puis ils veulent envoyer la société dans une direction, ben ils vont l'envoyer dans une direction. S'ils ne sont pas mobilisés, ils ne l'enverront pas. S'ils sont indifférents, puis que ça ne les intéresse pas. Mais là où c'est intéressant avec notre film et où il peut y avoir effectivement un changement, c'est que c'est un film qui parle d'argent, c'est un film qui parle d'économie. Puis ça, tout le monde est intéressé par son portefeuille. Peu importe, même si on est dans l'indifférence, dans l'individualisme, dans le matérialisme, dans whatever, ça reste que mon cash, mon cash, mon cash. OK, là, oups, je me Les réveille. finances publiques aussi, Les la finances gestion des publiques. finances publiques, je pense que tout le monde, on est un petit peu tanné quand il y a du gaspillage. Ben, ça s'applique partout. Là, le gaspillage, il faut l'arrêter. Puis oui, oui, pour moi, c'est oui, il y a moyen d'empêcher des projets comme Petit Mécatina à partir du moment où on finit par créer une pression assez importante, faire comprendre à ceux aux décideurs, finalement, qu'on ne payera pas pour. Si c'est pas rentable, si c'est pas pour la majorité de la population du Québec, je ne vois pas pourquoi on le ferait. Là. Puis il faut informer. Puis à un moment donné, je pense que oui, il y a moyen de le faire. Le projet n'est pas vraiment commencé. Même la romaine, on ne sait jamais, ils pourraient peut-être décider, si les pressions sont assez fortes, d'arrêter le projet après Une centrale. après une centrale, puis décider que là, on va arrêter de gaspiller notre argent-là pour le mettre ailleurs. Le mettre dans un endroit où on va aider, vu qu'on est en surplus présentement, aider les gens à diminuer leur facture d'électricité pour produire un surplus, augmenter le surplus. Puis c'est ce qu'on appelle créer des négawatts. C'est pas sorcier, là, ça se fait. Il y a quelques années, il y avait un projet de centrale au gaz de Surroi. Il n'y avait rien qui empêchait le gouvernement et Hydro-Québec de faire ce projet-là, là, rien. Là, tout le monde, let's go, ça y allait. Mais à un moment donné, il y a la population qui s'est levée et qui a dit no way, ça passe pas. Là, ça ne nous intéresse pas d'avoir l'équivalent de 200 000 voitures en gaz à effet de serre à 50 km de Montréal ou quelque chose comme ça. Puis, dans le temps de le dire, ce projet-là a été retourné par à cause de la population, là, grâce à la population. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ces résultats-là, à ces montants-là? Selon Hydro-Québec, c'est 9,2 sous en dollars de 2015, si je ne me trompe pas. Là, ça peut être peut-être 2012. Là. Je ne sais pas exactement quelle année qu'ils ont dit, parce que c'est une question de dollars constant. Selon Jean-Thomas Bernard, l'économiste de l'Université Laval, c'est 10 sous. Il fait un calcul avec les données disponibles dans l'étude d'impact, c'est-à-dire qu'il prend le coût du projet en l'amortissant sur une cinquantaine d'années, c'est-à-dire toutes les années de la production avant que la centrale ait besoin d'une réfection majeure. 50 ans, c'est raisonnable. Et donc, il divise ça par la production que ça va fournir, puis ça donne donc 9,2 sous selon les calculs d'Hydro-Québec, 10 sous selon les calculs du professeur Bernard. On a pris 10 sous parce que tous les derniers projets d'Hydro-Québec ont eu des dépassements de coûts. Si on tenait compte de la ligne de transmission, les dépassements de coûts, on montait facilement à 12-13 sous, peut-être même plus, dépendamment de... Parce que le 10 sous, c'est sans la ligne de transport en plus. Il y a 1,5 milliard calculé par Hydro-Québec qui va se rajouter, comme je pense que c'est précisé dans le film, qui n'a pas été calculé. Donc, si on est pour vendre cette énergie-là à 5 à 6 sous, ben on va perdre 3, 4 sous, 5 sous par kilowattheure par année. Ça veut dire jusqu'à 400 millions de dollars par année. Donc, si les factures ne montent pas au Québec,
ben, les profits d'Hydro-Québec vont baisser. C'est pour ça que le ministre des Finances, il n'est pas fou, là. Il a annoncé que de 2014 à 2018, quand on met les premières centrales en production, ben, le coût de l'énergie va augmenter progressivement pour compenser ça. Puis, largement, ça va largement compenser, mais c'est nous qui allons payer parce qu'on exporte aux États-Unis. Ici, ça coûte seulement 6,5 sous à peu près, je me rappelle, l'éolienne. Donc, Hydro-Québec aurait tout avantage à ce moment-là à développer l'éolienne au lieu que l'hydroélectricité et les nouveaux profits. Pourquoi s'ils ne le font pas, à votre avis? Ben ça, c'est sûr que ça serait à eux de répondre, mais ils répondraient une réponse assez évasive, j'imagine. Leur nom, c'est Hydro-Québec. Puis, l'histoire nous montre que c'est surtout l'hydroélectricité qui les intéresse. Ils ont décidé, ils ont plié. C'est le gouvernement qui les a forcés à acheter de l'éolien des compagnies privées là, qui développent d'ici 2015 près de 4000 MW en tout. Hydro-Québec n'est pas très intéressé par l'éolien, puis ils ne sont pas très intéressés à le produire eux-mêmes, même si ça pourrait faire des économies d'échelle. Je veux dire, si on développe 2 ou 3 000 MW avec un turbinier, c'est sûr qu'on peut avoir un bon prix du gros quand au contraire, ils font un projet communautaire de 12 MW éolien. C'est 4, 5, 6 éoliennes, là, dépendamment de la puissance de chacune. Donc, la municipalité ne peut pas avoir un très bon prix là-dessus. Mais c'est ça, on le dit un peu dans le film. Hydro-Québec ne s'intéresse qu'à l'hydroélectricité. Ils l'ont dit aux audiences publiques. Ils ont dit, nous autres, notre business, là, c'est l'hydroélectricité. Fait que, on a beau arriver avec n'importe quelle solution moins chère, ça ne les intéresse pas vraiment. C'est pour ça qu'on a proposé qu'ils changent de nom. Ça s'appelle Énergie Québec. Comme ça, peut-être qu'ils accepteraient de faire autre chose. En ce moment, il y a 97 % d'électricité au Québec qui est d'origine hydroélectrique. On rappelle donc les prémices du projet et puis le rôle du BAP, du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Okay. Je vais commencer par les prémices du projet. Merci pour les questions qui sont très intéressantes et très diversifiées. Contrairement aux approvisionnements énergétiques du Québec, on a des questions diversifiées. Excusez-moi. Donc, l'origine du projet. Ben, en 2005, Nicolas et moi, nous nous sommes rencontrés sur la rivière Rupert. Parce que Nicolas faisait partie d'un groupe qui s'appelait, parce qu'il n'existe plus, puisque la Rupert non plus, Révérence Rupert. Et moi, à un moment donné, un de mes amis m'a envoyé une pétition à signer sur la rivière Rupert. En tout cas, je ne vais pas donner trop de détails, là, mais j'étais allé sur le site de Révérence Rupert, puis j'ai vu qu'ils organisaient non seulement une pétition, mais des descentes sur la rivière Rupert. Puis tu pouvais y aller 5 jours, 10 jours, 25 jours, je ne sais plus trop. Bref, j'ai dit let's go, puis je suis allé 5 jours descendre ce cours d'eau qui est 4 fois plus gros que la rivière Romaine. En tout cas, c'est un autre dossier. Au niveau de son débit. Au niveau de son débit. C'est quelque chose. Là. Donc, c'est intéressant de voir ça. Puis moi, étant déjà dans le domaine de l'audiovisuel depuis un certain nombre d'années, incluant en 2005, on m'avait prêté une caméra. En fait, Vic Pelletier de Matane m'avait dit amène une caméra, puis filme, puis peut-être qu'on fera quelque chose avec ça. Puis finalement, ça avait donné une demi-heure de télé pour une émission qui s'appelle Enquête d'aventure. Et Nicolas me voyant courir partout, à gauche, à droite, installer mon trépied, filmer, faire des petites entrevues avec les 25-30 personnes qui étaient là pendant ces 5 jours-là. Puis ensuite, on est devenus amis, puis on s'est fréquentés. Et là, il m'est arrivé avec cette idée-là. Peut-être que ça serait intéressant d'informer encore, puisque lui voyait certaines limites d'un organisme comme Révérence Rupert pour diffuser à la population des informations qu'il jugeait, que nous jugeons toujours d'ailleurs, fort pertinentes. Est arrivé donc avec ce flash-là. Ben pourquoi ne pas faire un documentaire? On n'a pas beaucoup de temps dans une entrevue de 2 minutes avec un média pour faire le tour de la question, pour expliquer pourquoi on devrait faire ceci, cela, c'est quoi les impacts, les coûts, etc.
Puis même